Jusqu'à 3, puis après dans ta tête. Hein. Ah. C'est la partie la plus compliquée. Tu sais que j'aime ça. Après, il faut que tu sois aware, c'est dans ta tête. Tu prends Ouais. tout le recul. Allez, on y va. Allez. Tu prends tout dans le cul? J'ai rien compris. 5, 4, 3. Bonjour, bienvenue dans le numéro 17 de Boulevard du Cinéma. Aujourd'hui, nous sommes avec Laurent Picard, Bonjour. qui est parisien, Comme ça, on n'en indique pas. Raphaël, Cher public, bonjour. Sandrine, Bonjour, sauvez-moi. Daniel Bouteiller qui est derrière, Bonjour. Thomas Roland, Bonjour, par Oh. contre, moi je suis Picard. d'accord, Renaud Bonjour. et Hélène. Elle s'appelle Hélène. Oh. Hélène Méric. Bonjour Hélène. Salut. Non, je pense pas, c'est la première fois qu'on te l'a fait celle-là, non? Non, Non, bah tu vois. super. En fait, ça va vraiment niveau. Continue. Alors Hélène Méric, déjà j'aimerais que tu m'enlèves un doute. Est-ce que tu as un lien de parenté avec John? Évidemment. Dès qu'à regarder ma tête, je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc Hélène Méric, donc tout le monde te connaît par rapport à Starfix, ta période Starfix, Voilà, j'ai le t-shirt là. comme ton joli t-shirt l'indique. Je mets pas en vente parce que je l'ai acheté moi-même, mais ça existe. Et donc à l'époque tu étais la seule fille de Starfix, si j'ai bien compris. Oui, il y avait. Au début, il y avait que moi, et après, il y a eu de temps en temps une fille qui est passée, qui restait 3 mois, 6 mois, et qui s'en allait parce qu'elle faisait juste un stage. Et puis, elles allaient travailler à la télé ou dans d'autres journaux, où je sais pas du tout ce qu'elles faisaient, mais il y a que moi qui suis restée jusqu'à la fin de Starfix. C'était pas trop dur avec tous ces garçons? Non, ils étaient adorables, Tous? tous. D'accord. Même Daniel, parce que tu l'as croisé à un Daniel, moment. ouais, au début, ouais, oui, bien Ouais. sûr. Enfin, Ah je l'ai oui. connu qu'au début, puisque après t'es parti, mais je sais plus quand d'ailleurs. Non, ils étaient tous hyper adorables, tous. D'accord. Et bah, d'ailleurs, dans ton premier livre, enfin un livre qui est sorti il y a pas longtemps, La fille de Starfix, tu racontes un peu l'histoire. Oui, il y a eu cette histoire-là, c'est juste parce qu'il y a 6-7 ans, il y a un gars qui s'appelle Nicolas Rioux qui a écrit Starfix, histoire d'une revue. Et à cette occasion, tout le monde a été invité, tous les gens de Starfix ont été invités chez Movies 2000, hein, c'était à Montmétaluna, par Jean-Pierre Puters, par Bruno, etc. Et on a signé ce bouquin que Nicolas avait écrit. Et à ce moment-là, c'était tellement formidable de tous se retrouver ensemble après quand même quelques années. Ça m'a donné envie d'écrire un bouquin sur ce que j'avais vécu à Starfix. Alors j'ai fait La fille de Starfix parce que c'est comme ça que m'appelait Christophe Lemaire. Quand il me présentait à quelqu'un, il disait toujours La fille de Starfix. Voilà, j'ai écrit ça. Et après ça, pour avoir le droit d'utiliser le logo Starfix sur mon bouquin, il a fallu que je demande à Patrice Giraud l'autorisation, parce que c'est lui qui avait racheté le logo et le journal Starfix dans les années 90. Donc Patrice Giraud, qui était un fan furieux de Starfix, nous a tous réunis et on a fait le fameux album Le cinéma de Starfix, qui est paru il y a 5 ans à peu près, ou 4 ans, chez Hors Collection. Voilà. Ça nous a tous réunis à ce moment-là et on s'est vus sans arrêt comme quand on était au journal Starfix, c'était absolument merveilleux. Comment tu as atterri chez Starfix? À Starfix, ça c'est Doug Hellline qui m'a proposé d'écrire un truc, parce qu'on se connaissait et il m'a dit bah tiens, t'as qu'à écrire un truc pour Starfix. Alors je suis allée à une projection de presse, c'était Les Aventuriers du bout du monde, je me souviens, avec Tom Selleck. Ouais. Mhm. C'était un film d'aventure sympa, alors j'ai écrit ce truc-là.
Après, il y a eu quelques temps qui est passé parce qu'il fallait que je travaille et je ne pouvais pas travailler dans la presse comme ça. Et ensuite, j'ai retrouvé Christophe Gans, par hasard, qui m'a dit mais reviens à Starfix. Donc voilà, j'ai suis retournée à Starfix et puis ça a commencé comme ça. Mais entre-temps, j'avais été à Métal Hurlant parce que ça m'avait tellement plu d'écrire dans Starfix ce premier article que je m'étais mise à écrire des tas de trucs et à les envoyer à tous les journaux que je connaissais. Hein. Ça passait de Première à VSD à je sais pas n'importe quoi, Ciné-Revue, tout ce qui existait. Et il y en a un qui m'a appelé. Et le journal qui m'a appelé, c'est Métal Hurlant. C'est Manœuvre qui m'a appelé alors que je travaillais dans un bureau et qui m'a demandé d'aller à Métal. Donc à ce moment-là, j'ai travaillé à Métal Hurlant et à Starfix. Et puis après, ça s'est enchaîné. Voilà, pour l'histoire. Parce qu'après Starfix, il y a eu Ciné News. Ah bah Ciné News, ça a commencé avec le culte des super-héros. Là, enfin, c'était pas des super-héros. Des gros parce bras, que comme tu les c'était des appelles. gros bras, parce que ceux-là, ils n'avaient pas d'effets spéciaux, ils n'avaient pas des pouvoirs surnaturels, ils étaient juste forts et beaux et musclés. Les musclés surtout. On avait, d'abord, il y a eu Stallone dans la liste, qui a pris la relève, si on peut dire, de Bronson, qui était notre grand héros des années 70, 80, enfin même avant. Hein. Et puis avec Stallone, il y a eu Van Damme, Chuck Norris et compagnie, Schwarzenegger. Donc c'est des gens que tu as tous rencontrés. Tous ceux que j'ai rencontrés, là, Dolph Lundgren. D'ailleurs, tu as sorti Voilà. un Et j'ai deuxième écrit livre. un truc Voilà. pour les fans, en fait, je l'ai écrit celui-là. Pour les fans de ce genre de cinéma et pour les fans de ces acteurs-là qui étaient quand même particuliers à cette époque-là. Et qui étaient avant les Superman et tous ces trucs-là qui, moi, m'intéressent pas maintenant. Enfin, sauf Superman le premier, hein, avec Christopher Reeve. Et le reste, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et d'ailleurs, je crois que tu Mais eux, ils étaient très sympas. Et puis, c'était des hommes, quoi, des vrais en chair vrais. en os. C'était Parce que bon, pas on des en espèces a de aussi robots, ici sur le plateau des hommes, des Ah bah, vrais. ici, il y en a plein, oui, Bah c'est oui. très bien, oui. Et je crois que tu Ils étais vont la être filmés, donc oui, voilà. tu étais la première à interviewer Jean-Claude Van Damme à l'époque. Oui, oui, Qui oui. n'était oui. pas très connu. Non, pas en Tu te souviens France. de sa rencontre? Oh bah tu parles, oui. D'ailleurs, il a le tiers du bouquin, c'est sur lui. Hein. Je l'ai rencontré pour la sortie de Bloodsport en France et Kickboxer qui était sorti à peu près en même temps. On est allé chez Canon, hein, il y avait un grand bureau de Canon rue de Marignan à côté des Champs-Élysées. Et là, il avait tout son staff, il y avait maquilleuse, coiffeur, attaché de presse, enfin je sais plus, il y avait un monde fou. Comme à l'américaine, ils font plein de monde autour. Hein. Et il parlait, puis en même temps il parlait à tout le monde. Il y avait la télé qui marchait, il y a des gens qui rentraient et qui sortaient. Et je lui ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas rester tout seul parce que je ne peux pas faire de vrai entretien. Oh, il m'a dit, c'est bizarre parce qu'aux États-Unis, ça se passe comme ça. Il y a toujours un monde fou autour de moi et puis c'est très vivant. Bon, finalement, on a fait une super interview. Et il a fait quelque chose de formidable, c'est qu'il a fait le grand écart devant moi sur 2 chaises. Il a mis 2 chaises parce que je lui ai dit, est-ce que par hasard, il y a un trucage dans le fameux grand écart de tes films. Et il m'a dit, ah non, non, et d'ailleurs je vais te le prouver. Et il a mis 2 chaises là, et puis il a fait grand écart à froid entre les 2 chaises. Et en plus, il m'a tenu la main. Alors il y a des photos qui existent où il fait le grand écart et il me donne la main. Voilà. Et il a appelé, avant ça, il a appelé tout le monde. Il a dit, Canon, appelez les gens partout dans les bureaux, tout ça, tout le monde est descendu. Et a assisté à ce moment historique quand même. C'était très marrant, c'était très sympa. Et tu l'as rencontré pour plusieurs Van fois Damme. par la suite. Bah, après, pour tous ces films, Parce oui. qu'il est très sympathique Très d'après gentil. ce que tu Ouais, c'est disais. un type très gentil. Un vrai gentil. Chaleureux, gentleman, rigolo, gentil, sympa. Et à contrario, Chuck Norris n'était pas très sympathique. Bah, Chuck Norris, c'était... il avait ses caprices, quoi. Mais enfin, j'ai eu des belles Ouais. interviews avec lui. C'est-à-dire, Je suis allée Développe, chez... développe. Non, non, mais je sais pas comment dire, il prenait la mouche pour des choses sans importance. Mais enfin, je suis allée sur le tournage de Delta Force en Israël, et ça, c'était vraiment bien. J'ai assisté à quelques scènes, puis j'ai pu voir Lee Marvin, qui faisait un des méchants du film, et Menahem Golan, qui était plutôt gentil, qui nous a invités.
Le type qui était avec moi, c'était un photographe de Clap Magazine. Et il nous a invités chez lui, on a vu sa famille. Enfin bon, je suis allée sur ce tournage sur plusieurs endroits. Ce qui était bien sur Delta Force, c'est qu'il avait utilisé l'armée. L'armée israélienne avait été là pour tourner gratuitement, en fait, pour faire la figuration et faire les soldats du film. Hein. Voilà. Enfin, il y a tous ces détails-là. Lee Marvin, déjà alors tout raconté. Lee Marvin ne voulait absolument plus parler de cinéma. Ouais. Les seules choses qui l'intéressaient, c'était la pêche au gros. Voilà. Alors, on a parlé un peu. John Ford, il s'en foutait. Sa carrière, il s'en foutait. Et il a dit, moi, j'avais adoré tout ça, être sur le plateau, faire du cinéma. Mais maintenant, ça ne m'intéresse plus du tout. D'ailleurs, je vais vous montrer quoi. Bon, il s'est levé, est allé chercher son portefeuille, il l'a ouvert et il m'a montré la photo d'un gros thon. Un thon, un vrai. Hein. Et il m'a dit, voilà. Et il m'a dit en anglais, is it big enough for you? Très délicat. Et il m'a dit, voilà, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Le thon. Pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Et alors, cette histoire avec Chuck Norris, selon laquelle il t'aurait embrassé sur la bouche, Ah oui, bah, quand je c'est suis une légende partie, ou c'est vraiment non, vrai? c'est Ouais. vrai, oui, oui. Je suis partie à l'aéroport, j'attendais mon taxi, il est sorti, et puis on s'est dit au revoir, et puis il m'a attrapé, puis il m'a embrassé sur la bouche, voilà, puis je suis partie. Parce que bon, il t'a un petit peu dragué Mais quand même, non? oui, mais bon, tu sais, là, on n'était pas dans l'ère machin, là, où maintenant... Mytho. Non, là, vraiment, bon. Je ne suis pas entrée dans ce sujet-là, je trouve ça tellement grotesque que j'en aurais pour des heures à en parler. Mais je sais pas parce qu'un mec t'embrasse ou te serre dans ses bras que tout de suite tu vas aller porter plainte. Hein. Allez, passons à autre chose. Et Stallone alors? Stallone, très gentil. Très gentil. Bah, de toute façon, je vais dire que tous étaient gentils parce que c'est vrai. Hein. C'est vraiment vrai. Stallone était sympa, il était plein d'humour et il se considérait lui-même avec humour. Enfin, il ne se prenait pas au sérieux. Il prenait au sérieux son travail, mais quand il parlait de lui, il le faisait avec beaucoup d'humour, avec de la distance. Mais il était sympa. Il se rappelait la fois d'avant, l'interview précédente. Et souvent, on repartait sur le même sujet pour parler de ses films. Voilà. Et donc, Thomas? Alors, d'après Yves Boisset, dans des bonus de canicule, la vieille édition Canal+ en DVD, Lee Marvin est un vrai lettré, est un vrai homme de lettres qui a lu beaucoup de classiques, etc. Oui, c'est un mec très cultivé. Comme Stallone aussi. Oui, ils sont Parce qu'il est souvent moqué et raillé. Mais... Ah non, mais c'est pas des des gens, abrutis. ouais, Hein. tout à fait. C'est des types qui ont une énorme culture, qui ne font que essayer d'aller au-delà d'eux-mêmes, pas seulement d'avoir le plus de muscles possible, mais d'en avoir aussi dans la tête. Ils lisent. Stallone, il fait des peintures assez curieuses d'ailleurs, il fait des énormes peintures modernes. Celle de Rocky 3, elle est de lui, je crois, hein, le tableau qu'on voit à la fin. On les voit dans un Ciné News où ils sont allés chez lui et où ils ont filmé, photographié des grandes toiles de Stallone. C'est flashy, disons. Et Charles Bronson? Sinon, c'est à quelle occasion il était vieux. Hein, déjà je l'ai vieux, non? vu, à la fin de... il avait déjà plus son visage jeune. Là. Il avait déjà, comme il avait pris pas mal de médicaments pour je ne sais quelle maladie, il avait un peu changé, il était fatigué. Tu te souviens? C'était pour le dernier Messenger of Death ou un truc comme ça, un des justiciers dans la ville, mais je ne sais plus lequel, le dernier je crois. Et tous les films qu'il avait fait chez Canon, et il parlait aussi d'un film qu'il avait fait avec Sean Penn. Oui, Sean Penn avait réalisé, oui. C'est Oui, Runner, oui, oui. le premier film de Sean Penn. Mais Indian c'est tout, Runner, je ouais. l'ai pas vu. Très bon film, Oui, très bon. très bien. Je l'ai pas vu plus d'une fois, Bronson. Alors. Mais voilà, à propos d'être cultivé et tout, alors Schwarzenegger les bat tous à plat de couture. Ah oui. Raphaël veut dire quelque chose. Enfin, le gars, il est quand même devenu gouverneur. Il a ses idées sur la politique, il sait de quoi il parle. Bon, il a ses idées à lui. Hein.
mais je le trouve très intéressant. Et surtout, il a fait une carrière formidable, quoi. Il a très peu Filmographie tourné exceptionnelle. de navets. mais Parce que même Schwarzenegger les est moyens toujours sont entouré bons. de très bons réalisateurs aussi. Des bons réalisateurs, des bons sujets. Oui. Il a fait quand même quelques trucs pour moi exceptionnels comme True Lies, son James Bond. Hein. Oui. Et puis j'adore Total Recall, je trouve magnifique. Je me fous complètement qu'on le dénigre. Pour moi, Total Recall, c'est un chef-d'œuvre. Complètement. Et puis beaucoup d'autres films qu'il a fait. Hein. Renaud va en parler tout à l'heure, justement. Avec plaisir, vas-y. Raphaël. Et alors c'est vrai que justement les gros bras, ce sont des gens qui sont cultivés. Le gros problème en France, ça vient quand même en partie du doublage qui est bon, mais c'est un doublage en fait. Les imitateurs, les humoristes de l'époque s'en sont emparés. Notamment Stallone, il y a eu, on sait, les Guignols, il y a le fameux Adrian dans Rocky, mon colonel dans les Rambo, et ça a tourné finalement, ça a desservi l'image qu'on a pu avoir chez nous de ces acteurs qui sont des gens tout à fait cultivés, très intéressants à côtoyer, qui ont fait des films qui sont pour certains excellents, d'autres moins bons, mais ça voilà, c'est les aléas. Et là, il y a vraiment le doublage et ce qu'en ont fait nos humoristes à l'époque et ce qu'ils continuent d'en faire maintenant, ça a grandement desservi l'image de ces acteurs. Jean-Claude Van Damme, quand il dit qu'il est aware, il ne dit pas qu'il est shooté, il dit être aware, ça veut dire être au courant du monde qui nous entoure. Comme on sait que Jean-Claude Van Damme, il vit à Hong Kong, je crois maintenant, donc il vit dans un environnement anglophone. Donc des fois il a du mal à retrouver son français, donc il dit oui, il faut être aware, c'est être au courant. Évidemment après on sait ce qu'en ont fait les humoristes, pas toujours pour le meilleur, il y a vraiment un gros problème de perception. Il faut vraiment, je crois qu'il faut vraiment insister, comme dit Hélène, sur l'image très très positive de ces acteurs, de ces gros bras. Je suis pas d'accord sur le fait que ça les dessert pas, parce que dès le moment où les humoristes s'emparent de toi, ils t'apportent de la notoriété. Ils réveillent ta curiosité, tu as envie de les connaître, et de toute façon je trouve que parmi les doubleurs de Stallone étaient très bons. Par exemple il y avait Alain Dorval. Oui, voilà. Très très bonne voix, et pour une voix française de quelqu'un comme Stallone c'était pas simple. Les autres je trouve pas bien la voix de Schwarzenegger en français, parce qu'il n'y a plus l'accent, ce fameux accent autrichien qui est tellement amusant. Et c'est surprenant d'avoir réussi aux États-Unis à faire une carrière aussi magnifique avec un accent quand même très fortement marqué, et qui est une marque de fabrique. Sinon les autres non. Van Damme a été doublé à droite à gauche n'importe comment. Non, je sais pas. C'est surtout Stallone qui a été bien doublé, je trouve. Donc tous ces acteurs qu'on retrouve dans ce livre vraiment passionnant, il y a plein d'interviews de l'époque. Oui, il y a presque tout ce que j'ai fait sur eux, sur Dolph Lundgren, qui était un mec magnifique, qui était très gentil, très sympa. Et puis sur Steven Seagal, qui est vraiment un drôle de numéro, c'est marrant, mais je vous laisse le lire parce que je ne vais pas tout raconter non plus. Hein. Et alors ton dernier livre, ça s'appelle Klaus. Et en fait, ça raconte une période de ta vie où en fait tu as vécu 2 ans, une histoire d'amour avec Klaus Kinski. Oui, je ne sais pas s'il faut en parler. Hein. Si, on est là pour ça. Pour moi, il n'y a que moi qui parle, là, alors c'est gênant. C'est très intéressant parce que Klaus Kinski c'était quand même un très grand acteur, mais qui avait quand même une mauvaise réputation. C'est-à-dire que ce qu'il était dans la vie et ce qu'il était sur les plateaux de cinéma, c'était 2 choses différentes. Dans la vie, c'était un homme assez doux, charmant, très attentionné, qui ne faisait pas d'éclat. Et sinon, sur les plateaux, et ça je l'ai vu qu'après, parce que moi, quand je l'ai connu, j'étais très jeune, et je n'étais pas du tout journaliste, j'allais jamais sur les plateaux de cinéma, je connaissais pas ce métier. Donc j'ai connu lui en tant qu'homme, c'est tout. Non, c'est pas par hasard, c'est parce que j'ai voulu. Ah. Tu as forcé le destin. Je croyais que j'allais vivre plus tard en faisant du dessin.
Donc je m'étais lancée j'avais fait un petit peu de dessin dans une école et je me suis lancée dans la bande dessinée et je cherchais un héros. Je trouvais pas le visage de ce personnage et je regardais des films évidemment depuis étant toute petite et un jour j'ai vu à la télé le film El Chuncho qui s'appelle en réalité Quien Sabe. Et aussi Yo soy la révolution, je sais pas quoi, ça a 3 titres, peu importe. Donc je vois ce El Chuncho et je vois apparaître Kinski. Et puis je suis suffoquée, je dis, voilà, c'est lui, mon héros, ça sera celui-là. Alors j'ai commencé à le dessiner. Mais en le dessinant, je sais pas pour quelle raison, j'en suis tombée, disons, comme dit Gérard Laine quand il parle de ce bouquin, follement amoureuse. Et je me suis dit, voilà, ça va être l'homme de ma vie. Donc je me suis pointée pour le trouver. C'était très facile à l'époque, même si on n'avait pas Internet et tout ça. Pour rencontrer quelqu'un, il suffisait de trouver la boîte de production ou de distribution des films que faisait cet acteur-là. Et c'était facile, il n'y avait qu'à ouvrir le bottin. Alors, j'avais un ami avec qui je travaillais et qui m'a dit, bon, on va faire comme si tu as un projet de dessin animé avec ta bande dessinée. Donc je vais appeler le distributeur du film Aguirre. Ça sortait à ce moment-là, en même temps que je le dessinais, il y avait sur les écrans L'important c'est d'aimer de Zulawski et Aguirre de Werner Herzog. Et donc l'agent français de Kinski a été trouvé très facilement. Mon copain qui avait une grosse voix lui a téléphoné et lui a dit je suis producteur et je veux produire un dessin animé d'après une bande dessinée que vient de faire une telle. Bon, alors le gars donne rendez-vous. Et puis après il me dit bon bah vas-y, maintenant il y a un rendez-vous, c'est à toi de jouer. Alors je me pointe chez l'agent avec mes dessins. Et l'agent me dit Kinski n'est pas encore là, il est en retard, mais laissez-moi vos dessins, je lui montrerai. Alors moi évidemment j'étais dans tous mes états, je voulais absolument le voir lui. Mes dessins en fait ils étaient peut-être beaux mais je s'en foutais un peu. J'ai laissé quand même à regret mes planches de bande dessinée à cet endroit-là et je suis descendue. Et puis je me suis dit que j'étais trop bête et que j'allais attendre. Et que si j'attendais 1 heure, 2 heures, une vie, j'allais attendre. Je suis assise sur l'escalier et j'ai attendu. Et au bout de quelques minutes, j'ai vu apparaître Kinski. Il est arrivé sur la gauche pour aller à l'ascenseur qui était juste là devant moi. Et il était tout en blanc. Et il portait un costume en cuir blanc, des pieds à la tête, avec des broderies. C'était un costume mexicain, je pense. C'était plein de broderies, c'était magnifique. Et il était tout blond, hein. Bon, c'était exactement espèce de d'ange que j'imaginais. Voilà. J'ai foncé et je lui ai dit Monsieur Kinski, excusez-moi, bonjour. Il me dit bonjour. Et puis je lui dis j'ai fait des dessins, je les ai laissés là-haut pour vous, regardez-les, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Il m'a dit je suis très en retard, il faut que je monte. Je vais voir ça, d'accord, au revoir. Hop, je suis partie. Et puis après, la secrétaire de l'agent en question m'a téléphoné et m'a dit il adore tes dessins, il veut te voir, alors rendez-vous demain à l'hôtel de la rue des Beaux-Arts qui s'appelle l'Hôtel. C'est un hôtel qui n'a pas de nom, ça s'appelle l'Hôtel. Voilà, je suis allée et puis je l'ai rencontré. Je ne vais pas raconter la suite, elle est dans le bouquin. Et alors pendant 2 ans, est-ce que vous parliez cinéma entre vous? Pas beaucoup. Non. On ne parlait pas tellement, pas de sa carrière, je dois dire. Non, enfin si, on parlait de cinéma, mais pas... non. Il aimait pas parler de cinéma, il aimait parler de théâtre, parce que ce qui l'intéressait lui, c'était le théâtre. Tous les pièces qu'il jouait même tout seul, et les monologues qu'il faisait sur des textes de François Villon, et il récitait du Brecht, qu'est-ce qu'il faisait encore, enfin... des trucs qui l'intéressaient lui. Je cherche parce que ça me revient plus trop. Mais c'était surtout ce qu'il récitait. Ce qu'il récitait en étant seul sur scène, du Cocteau.
Il avait joué la voix humaine en se déguisant, en se maquillant en femme, puisque c'était un texte que Cocteau avait écrit pour Édith Piaf, en fait. Et comme il était très jeune, bien avant que je le rencontre, son visage collait très très bien avec le maquillage féminin. C'était un type un peu caméléon, parce qu'il pouvait passer d'un air très, très angélique à cette expression qui faisait peur. Et d'ailleurs, il disait que la meilleure arme quand on est pauvre, c'est la terreur que l'on inspire. Et ça, il ne me l'a pas dit à moi, je l'ai lu après dans un de ses livres, mais je le cite parce que, effectivement, s'il voulait qu'on lui fiche la paix, il prenait l'air mauvais, les gens ne l'abordaient pas. Ils avaient peur de lui. Et pourtant, dès qu'il souriait, on était par terre, quoi. Très bien. C'est bon, ça va. Ah ouais, c'était très très bien. Donc ça s'appelle Klaus. Donc si vous voulez en connaître plus, avec des choses plus intimes dedans. Donc il faudra acheter le livre. J'ai écrit ça avec pudeur parce que c'était pas pour raconter des cochonneries de façon crue. C'est vrai qu'on a été amants, mais c'était une histoire d'amour. Alors je l'ai raconté avec le plus de délicatesse que j'ai pu. De toute façon, tu n'as pas contacté la famille de Kinski pour... Des clous, sûrement pas. Non. Ils disent du mal de lui sans arrêt. Ouais. Alors, c'est une épouvante, quoi. Oh non, je veux même pas les voir. De toute façon, qu'est-ce qui reste? La seule personne qui l'a aimé vraiment, c'est son petit garçon. C'est son petit garçon qui est né justement à la fin de notre liaison, qui n'est pas le mien. C'est sûr? Qui était... Non, non. D'ailleurs, quelqu'un bizarrement m'a demandé après ce livre pourquoi j'avais pas pensé à faire un enfant avec lui. Mais ça m'était jamais venu à l'idée. Je veux dire, c'était les années 70, on pensait pas à faire des familles, à avoir des familles. On s'amusait, il y avait une liberté formidable, mais c'est pas une fille de 18 ans ou de 20 ans qui avait envie de se retrouver enceinte de qui que ce soit, même de son grand amour. Hein. C'était pas le style de l'époque. Très bien, Hélène. Merci. Alors, monsieur Picard, qui boit discrètement, c'est à vous. Déjà moi là? Oui. Vous allez nous parler de quoi? De Shining, je crois. Alors, j'aurais pu parler de plein de sujets, encore, hein, dont le feuilleton de l'été avec le transfert de Neymar qui a été avorté du PSG. Ah ouais, ça, c'était très intéressant. Ça, c'était hyper intéressant, mais en fait, je pensais être dans l'équipe 21 et je me suis rendu compte que non. Donc, j'ai dû, à la dernière minute, changer de sujet. Et donc, je vais parler là de la sortie au mois d'octobre en Blu-ray 4K du Shining de Kubrick. Shining dans une version, la version longue, en fait version longue, c'est-à-dire la version américaine, puisque c'est la version d'origine, sachant que la version que nous, on a eue en Europe, a été écourtée de 20 minutes à peu près par rapport à l'original. Alors, Kubrick, si on se rappelle un petit peu l'époque, pourquoi Shining? Parce qu'on a eu en 1975 Barry Lyndon, qui a été un semi-échec commercial, et derrière, le genre qui était, on va dire, un petit peu en vogue, qui, avec un investissement moindre, pouvait rapporter pas mal d'argent, était le cinéma d'horreur. Ça avait commencé un petit peu les prémices en 68 avec Rosemary Baby, 73, et là j'ai un fan de Friedkin, L'Exorciste, 76, La Malédiction, et donc effectivement c'était un genre porteur, et sachant qu'en 78, bien sûr, il y a eu Halloween. Et donc, Kubrick cherchait un sujet au niveau de l'horreur, et il tombe sur le bouquin de Stephen King, donc Shining, et là, il a une sorte de coup de cœur par rapport à ce livre, et il décide de le changer complètement. C'est-à-dire qu'il fait appel à Diane Johnson, qui était moitié inconnue, en fait, avait écrit un roman un petit peu gothique, elle n'était pas très très connue, et donc Kubrick avait besoin de quelqu'un avec cette approche gothique par rapport au genre. Alors le gothique dans Shining, moi je le vois pas énormément, mais on va dire que c'était un petit peu... Voilà, l'hôtel ou dans la version longue, un petit peu les squelettes et tout ça. Mais honnêtement, voilà. Mais on a l'impression des fois avec Kubrick, il prend des gens avec qui il va travailler, mais c'est presque des excuses en fait, parce que le gars s'occupait de tout. Donc il a un faire-valoir entre guillemets, hein, mais il va prendre les idées des autres, il s'est accaparé et complètement faire sienne les concepts et tout ça. Et donc,
alors, comme tout le monde sait, notre ami Stephen King va pas du tout aimer l'adaptation de Kubrick parce qu'il va se sentir trahi. Pourquoi? Parce que dans le script qu'on a fait Kubrick, il y a un des éléments qui était fondateur pour Stephen King. Excusez-moi, je suis un petit peu. C'est la petite apéritif avant, ouais, c'est l'émotion, c'est ça. Et donc l'année prochaine, justement, c'est ça le sujet, c'était l'alcoolisme. Donc Thomas qui est là et qui est en train de boire un superbe. En l'honneur de Jack Torrance. Voilà, c'était ça, parce qu'en fait, il y a une partie un petit peu autobiographique dans Shining, puisque Stephen King a eu ses problèmes d'alcoolisme, et quelque part, Shining, Jack Torrance, c'est ce qu'il aurait pu être, ce qu'il redoutait d'être, c'est-à-dire, avec l'alcoolisme, partir sur cet être, on va dire, abject, qui va martyriser sa famille, qui va, voilà. Et ça, quand Kubrick l'a adapté, il a un petit peu édulcoré. Alors je dis un petit peu parce que on le voit un peu plus présent dans la version américaine, la version longue qui va sortir. Dans la version européenne, l'alcoolisme n'est quasiment pas mentionné. Et donc, notre ami Stephen King va être énormément déçu par rapport à ça. Alors il y a une anecdote qui dit que Kubrick, pour un petit peu se moquer de Stephen King, la scène où vous avez donc le chef cuistot, notre ami Dick Hallorann, qui va vers l'hôtel. À un moment, il croise un camion, il y a un accident, il croise un camion et le camion a écrasé une coccinelle rouge. Et Stephen King avait une coccinelle rouge. Alors de là à faire le lien il y a un petit message derrière, pourquoi pas, hein, on laissera les complotistes décider d'eux-mêmes. Ensuite, mis à part la différence avec donc Jack Torrance, il y avait aussi le personnage féminin qui est complètement différent au niveau de Kubrick. Là où King en avait fait un personnage plutôt attirant, plutôt, une femme vraiment personnage fort, Kubrick, avec Shelley Duvall, a, on va dire, parti complètement de l'autre côté, c'est-à-dire que le personnage vous tape un peu sur les nerfs, si vous me permettez l'expression. Et donc c'est complètement deux visions différentes. Il y a aussi autre chose où la différence avec le roman, c'est sur alors déjà c'est sur le nombre de morts, puisqu'en fait au niveau de Stephen King, il n'y a quasiment rien à part Jack Torrance. Là, Kubrick a quand même rajouté, c'est là où c'est absolument génial, donc ce fameux chef cuistot, où normalement on s'attend tous à ce qu'il vienne, que ce soit le recours pour sauver la famille et tout ça, et comme vous le savez tous, parce que je pense que tout le monde a vu Shining, donc je ne vais pas spoiler, évidemment. J'ai vu il y a longtemps, je me rappelle. D'accord. Bon, alors je ne dirai pas pourquoi, mais il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus fort, parce qu'en fait Kubrick, lui, il dit voilà, c'est un roman de série, un roman de genre, série B, très très bien, mais il voulait en faire quelque chose d'autre. Donc il a enlevé toutes les choses qui pouvaient être, on va dire, prévisibles, ou voilà, tous les codes, comme l'hôtel qui flambe à la fin. Non, ça l'intéressait pas, et il a préféré faire cette fin dans le labyrinthe. Et le labyrinthe, qui est quand même assez intéressant, puisque quand vous regardez bien le film, au moment où il y a cette fameuse scène initiale du labyrinthe, c'est-à-dire que notre ami Nicholson regarde au-dessus du labyrinthe et voit sa famille, c'est là le basculement dans sa tête, quasiment, où finalement les protagonistes, sa famille deviennent des proies et lui devient le prédateur. C'est-à-dire que le film bascule à ce moment-là. Donc, sur les scènes, alors la version longue, version courte. Version longue, quelque part, alors, il y a des scènes qui ont été complètement rajoutées, dont une qui est très intéressante et très troublante, qui est la scène avec le docteur et donc le petit Danny, qui, suite à son premier malaise au départ, voit le docteur en présence de sa mère. Et là, bon, je ne vais pas dévoiler, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la version longue, voilà, sinon il n'y aura plus d'intérêt, mais on apprend pas mal de choses, et ça ouvre quand même des perspectives intéressantes. Il y a aussi d'autres scènes qui ont été complètement, qui sont rajoutées, spécialement celle, encore une fois, du chef cuistot qui retourne vers l'hôtel, où à un moment on voit un petit peu mieux comment il organise le voyage, comment en fait il s'inquiète pour la famille, donc c'est un petit peu plus marqué que ça ne l'est dans la version européenne. Ensuite, il y a des scènes qui ont été, qui sont des scènes qui étaient avant d'être des scènes qu'on connaît, c'est-à-dire qui ont été juste coupées.
Par exemple, à un moment, vous avez Danny qui va va dans la chambre de son père, alors que son père est censé vient juste de se coucher, et on voit juste avant pourquoi il y va, le dialogue avec sa mère et tout ça. Donc ça amène des petites informations intéressantes, et il y a ensuite, pour finir dans les différences, des scènes où des dialogues ont été rajoutés, c'est-à-dire dans l'entretien d'embauche, et notamment la scène hyper connue où vous avez le dialogue entre Jack Nicholson et le barman. Et là, on voit un petit peu plus les problèmes d'alcoolisme inhérents à Jack Torrance. Alors ensuite, la question est de savoir quelle version on préfère. Est-ce qu'on préfère cette version longue où il y a des éléments qui sont rajoutés, qui sont vraiment intéressants? Alors des fois, c'est un petit peu gratuit, comme on discutait tout à l'heure, la scène où il y a des fantômes, des squelettes rajoutés en finale, qui apportent la dimension gothique, mais bon, par rapport au film, c'est pas forcément très intéressant. Donc, quelle version on préfère? Cette version-là ou la version européenne qui est un petit peu plus, on va dire, qui rentre plus dans le vif du sujet, un petit peu plus nerveuse? Honnêtement, je préfère la version longue, d'un point de vue, voilà, avec un petit défaut sur la version longue, c'est que l'entretien d'embauche, pour moi, dure un petit peu trop longtemps, et je préfère le montage original. Mais après, une fois que l'histoire démarre vraiment, franchement, la version longue est à privilégier. Et pour un petit peu conclure au niveau de Shining, puisque je vais faire court, sinon on passera la nuit, il y a bien sûr ce documentaire dont on discutait avec l'ami Thomas, donc l'autre Picard de la journée, sur ce documentaire qui a été fait donc, sur la room 237, la chambre 237, documentaire pour expliquer un petit peu tout ce qui se cache derrière Shining. Parce que Shining, c'est un film qui, au départ, n'a pas eu grand succès, c'est-à-dire que c'est pas vraiment mais petit à petit, comme tous les films de Kubrick, enfin comme en tout cas pour moi, ça s'infuse, ça se diffuse, un petit peu comme le thé que tu bois, et après ça nous transforme. On est imprégné, enfin bon, toi tu es revenu au whisky, donc ça t'a pas transformé énormément, mais voilà. Et donc, la chose, c'est que des gens sont passionnés pour savoir, mais est-ce qu'il y a des messages derrière Kubrick, derrière ce Shining? Et on a des théories complètement, pour moi, loufoques, entre guillemets, c'est-à-dire, alors il y a trois grandes théories, on va dire. La première, c'est sur le génocide indien, c'est-à-dire que Shining est une référence au génocide indien. Alors oui, quelque part, mais là il n'y a pas de complot puisque c'est clairement expliqué. C'est sur un cimetière. Pourquoi vous voyez? Rien. D'accord, merci. Non, mais parce que ça me paraît aberrant cette histoire de le truc sur les Indiens. Oui, non, mais c'est. C'était loufoque. Hein. Je crois que c'est dans le roman. Hein. Mais c'est dans le roman, c'est aussi bien précisé dans le film. Alors, on le voit un petit peu mieux dans la version longue, parce qu'à un moment, dans la version longue, vous avez Nicholson qui lance une balle sur un motif indien, donc on pouvait imaginer le blanc taper sur l'Indien et tout ça. Mais c'est déjà présent dans le film, quelque part, mais un peu plus présent sur la version américaine. Alors c'est assez marrant parce que généralement la théorie du complot vient d'Amérique, et donc les Américains ont une autre version que nous, et au départ, quand vous regardez le truc, si vous ne connaissez pas la version américaine, vous vous dites, c'est marrant, j'ai absolument pas vu ça, je comprends pas. Donc il y a aussi ces petits détails. Il y a des petits détails comme la boîte de conserve avec, les calumets. Avec l'Indien en profil perdu, et puis même Scatman Crothers a ce même profil d'Indien avec le nez très aquilin, etc. Il y a quelque chose comme ça, et tous les décors qui font référence à la culture indienne, etc. Bon, ça c'est une théorie qui se tient. Se tient, mais je veux dire, c'est pas non plus un truc complètement délirant. Alors, celle qui est la théorie la plus délirante pour moi, ça concerne la Shoah. C'est-à-dire, alors là, tout ça part d'une machine à écrire, en fait, de marque allemande. Et donc, il y a un plan sur cette machine, tout ça. Et donc, à partir de là, les mecs sont partis dans des délires complets, en disant, voilà, quelque part, c'est le film de Kubrick sur la Shoah. Alors, franchement, là, je vois pas trop le truc, sachant que la machine à écrire, en fait, Kubrick, il a pris celle qu'il avait sous la main. Il n'y a pas forcément chez Kubrick, au départ, vraiment, tout est écrit de A à Z et tout ça. Il y a aussi une part de créativité. Et bien sûr qu'à un moment, la machine à écrire, ce qui est assez étonnant, c'est que quand il y a le gros plan sur la machine à écrire, on entend les bruits de la balle qui rebondit sur le mur, et ça fait un peu les bruits de bottes de défilé allemand. Maintenant,
Hasard. Ça, coïncidence. ouais, non, mais voilà, je veux dire, si on n'est pas dans le truc. Alors après, il y a la troisième chose qui est le complot sur la Lune. Enfin, c'est-à-dire que Kubrick aurait. Non, pas sur la Lune, Merci Renaud, non, s'il te plaît, là c'est sérieux. Hein. Et donc, non, pas sérieusement, j'aimerais un petit peu. Voilà. Sinon, je vais pourrir ton intervention. Et donc, le truc, c'est cet espoir complètement abracadabrantesque, comme dirait notre ami Jacques. Ça fait pchit, tiens, ça fait pchit là aussi. Et donc, sur le fait que Kubrick aurait filmé les séances, les séquences lunaires. Et preuve en est, c'est que dans Shining, vous avez le petit Danny qui a un pull Apollo 11 et qui à un moment se lève sur cette moquette au motif géométrique droit comme un I et qui pourrait symboliser la fusée qui décolle. Non, alors Renaud tout de suite il voit un symbole phallique, c'est pas vrai du tout. Oui. Et donc en fait le truc c'est pareil, c'est le pull. Pourquoi ce pull? Parce qu'en fait Kubrick avait demandé un pull tricoté pour le gamin et c'est ce qu'on lui a donné et il y avait Apollo 11 dessus parce que voilà. Maintenant vas-y. Alors, il a aussi changé le numéro de la chambre. Oui. 237. Et la distance de la Terre à la Lune, c'est 237 000 km. Miles, Oui. Moi, j'aime bien l'idée que Kubrick, tout à fait au courant des rumeurs qui couraient sur lui, comme quoi il aurait tourné les séquences de la Lune, de l'alunissage, etc., à cause de 2001, etc., etc. J'aime l'idée que Kubrick s'est dit, tiens, je vais leur donner du grain à moudre à ces complotistes, et je vais changer le numéro de la chambre, j'ai joué avec ça, puis comme ça, ils vont pouvoir discuter entre eux, ça va m'amuser vachement. Parce que Kubrick, c'est quand même un mec qui fait beaucoup preuve d'ironie, de dérision dans ses films. C'est d'ailleurs un peu ce qui me dérange dans Shining. Moi, je trouve que ça va très bien avec un film comme Barry Lyndon, où il y a beaucoup de distance, d'ironie, d'humour. Mais moi, j'ai un problème avec Shining. C'est un film qui me fascine, que j'ai vu plusieurs fois, j'ai vu en VHS, je suis allé voir au cinéma quand il est ressorti en salle, que j'ai vu la version longue, je l'ai en Blu-ray en version longue, mais c'est un film auquel je n'adhère pas. Je n'arrive pas à le considérer comme un film d'horreur. Je vois très bien Kubrick, c'est millimétré et tout, et je crois que c'est ce qui me dérange. Je crois qu'il n'y a pas d'incident dans son film. Il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas de... C'est pas du Carpenter où c'est de la série B, où c'est parfois un peu mal foutu au niveau des effets spéciaux, etc. Il n'y a pas de poésie. Il n'y a pas de... J'arrive pas à voir en Shining un film fantastique et je n'ai pas peur. Alors, je comprends parfaitement ton ressenti. Moi, d'un autre côté, c'est pour ça aussi que j'aime Shining. C'est-à-dire que j'aime à la fois des séries B mal foutues ou en tout cas un petit peu moins bien millimétrées et ce genre de cinéma beaucoup plus carré, beaucoup plus rigoureux, entre guillemets. Et cette froideur, à la limite, c'est à toi de... C'est à toi de mettre ton propre ressenti, tes propres émotions. Donc sur ce film-là, moi personnellement, alors j'ai mis du temps à l'aimer, on va pas se mentir, mais maintenant c'est quasiment hypnotique. C'est-à-dire que pour moi, je le commence et je suis complètement embarqué. Je suis vraiment dans l'Overlook Hotel. Je ressens toutes les choses. Mais c'est une expérience, encore une fois, comme chaque film, c'est des expériences personnelles et chacun peut avoir Par contre, sur Room 237, c'est pas un film sur Shining. C'est un film qui prend Shining pour parler d'autre chose, qui parle de l'influence de l'image sur le spectateur, et ce que le spectateur peut en faire, sur l'influence de l'image, sur l'influence du cinéma. Il y a une quatrième théorie dans le film, il y a une nana qui s'amuse à faire un plan de l'hôtel. Elle dit là ça marche pas parce que les perspectives sont pas bonnes, elle peut pas être le bureau ne peut pas être à cet emplacement là, etc. Mais ça c'est le cinéma, je veux dire. Dans tous les films, géographiquement ça peut pas marcher parce que les mecs ils trichent, ils filment un champ contre champ, c'est pas au même endroit, c'est pas dans la même pièce, etc. Mais Room 237, dont le nom du réalisateur m'échappe, c'est un mec qui parle beaucoup de l'image, de l'influence de l'image et de ce qu'on en fait. Et c'est un film sur l'image. D'ailleurs il y a beaucoup de... D'ailleurs, les mecs, on les voit jamais les interviewer. On ne les voit jamais, c'est vachement claustrophobique comme film. Il y a plein d'images de plein d'autres films. Il y a Fosse de Murnau, etc. Et c'est un film sur le pouvoir de l'image. Alors, je suis d'accord avec toi sur l'intérêt par rapport à l'image, sur l'intérêt par rapport à Shining. Quelque part, moi, toutes les théories complotistes, tout ça, je suis exactement comme toi. C'est-à-dire que je pense que Kubrick était suffisamment malin et intellectuellement agile pour s'adapter et dire voilà, on me donne ce pull Apollo 11,
tiens, qu'est-ce que je pourrais en faire? Ah bah ça tombe bien, je vais faire ça, et ça va être un clin d'œil par rapport aux théories de complot. Donc ça, ça effectivement, je suis à peu près sur la même ligne que toi. Ensuite, alors dans le documentaire ou de ce film, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, ce qu'on discutait sur les erreurs de script, où, alors là, ils vont même jusqu'à des théories complètement délirantes, enfin délirantes ou pas. Alors quand vous voyez sur la version longue, la scène rajoutée avec le docteur, la chambre de Danny, sur la chambre de Danny de la porte de sa chambre, vous avez simplet. Vous avez des autocollants et ouais, c'est ça. C'est un petit peu, je voulais pas le faire, mais tu me l'enlèves de la bouche. Vous avez simplet en décalcomanie, enfin en autocollant. Et il y a la discussion avec le médecin, parce que là, Danny a eu son premier gros flash suite à la visite de son père à l'hôtel Overlook. Et quand le père ressort de la chambre, on voit distinctement sur la chambre qu'il y a tous les autocollants, sauf celui de simplet, qui a disparu. À ce moment-là, l'analyse c'est soit une erreur de script, soit effectivement le fait que quelque part le côté naïf, le côté enfantin vient d'être, c'est terminé, et maintenant Danny a un côté presque adulte entre guillemets. Il vient de rentrer dans le monde adulte avec les visions d'horreur qu'il vient d'avoir de son père avec l'Overlook. Donc ça va très loin. Il y a une théorie aussi complètement délirante, mais là j'avoue ça m'a laissé un peu de marbre, mais par contre on voit le défaut, c'est que la première fois que Wendy vient voir donc Jack Nicholson, Jack, de toute façon il a le même prénom que l'acteur dans le film, donc vraiment c'est pareil, où il est à la machine et elle l'enquiquine dans son processus créatif, et il lui dit non mais attends, tu te rends compte, là tu viens de m'embêter, il dit attends tu me parles ça, hein. Et on se rend compte que derrière lui il y a une petite table et une chaise en décor. Le plan d'après, il n'y a plus la chaise, il n'y a plus la chaise, il n'y a plus la table, et après ça revient. Et effectivement, alors, erreur de script, parce que ça n'a pas été tourné au même moment sûrement, mais quand on connaît quand même le côté obsessionnel de Kubrick, du détail, de tout ça, c'est quand même hallucinant qu'il ait laissé passer des choses aussi grosses. Donc, ce documentaire, oui, si on le voit autrement que sur Shining, c'est très intéressant. Si on le voit que pour Shining et surtout pour les délires complotistes, franchement, c'est assez, ça m'a fait rire, quoi, entre guillemets, quoi. Je crois qu'il joue là-dessus aussi. Oui. J'ai vu cette Oui, mais il faut prendre vachement de second degré, parce qu'il y a toujours des gens qui vont être sur les théories des complots, de tout ça. Donc voilà. Non, mais donc je peux m'arrêter là, parce que sinon, il n'y a pas de... Hein, on va faire ça comme ça, donc c'est en octobre. C'est en octobre que sort chez Warner le... On n'a pas parlé du cabotinage de Nicholson, non, on n'en parle pas ça, non, dans le film. Alors, non, parce que moi j'adore, sachant que Kubrick avait laissé beaucoup de liberté à Nicholson sur la façon de jouer, alors que sur chez les Duval, il l'a embêté de façon presque tyrannique en lui refaisant répéter 50 fois les scènes. Et oui, bah t'aimes pas Shining, c'est pas moi. Nicholson est absolument excellent. Donc, absolument. Ouais, et alors, voilà, parce qu'en fait, Nicholson, c'est là où il magnifie un petit peu la vision de Kubrick, c'est que quand on voit Nicholson dans l'entretien, premier entretien d'embauche, on se rend compte que le mec, il est déjà frappadingue. Ce qui n'est pas le cas dans le roman. Dans le roman, c'est un gars qui va trouver cet hôtel-là, qui est sujet à de l'alcoolisme passé, et au contact de l'hôtel, il commence à partir en vrille. Là, on voit que chez Nicholson, la fêlure, elle est déjà là. Donc et quelque part, moi j'adore son jeu. Ça c'est non négociable. Après, c'est une question encore une fois de ressenti. Je respecte, hein, c'est toi le patron, je respecte. Mais quand même. Merci beaucoup, merci. Voilà. Quand tu parles comme ça. Raphaël. Oui, alors avec la sortie du récent série de Mad Movies sur Rambo et la prochaine, voilà, avec notamment belle couverture cartonnée sur toute la saga Rambo, et la sortie prochaine de Rambo Last Blood qui va sortir à fin septembre, début octobre, très attendu. Je vais vous parler du compositeur des 3 premiers Rambo. Je ne vais pas parler de Rambo spécifiquement, mais de la carrière de ce grand compositeur qui est Jerry Goldsmith. Un compositeur tout aussi important que le son et qu'ont pu l'être Ennio Morricone, John Williams ou Bernard Herrmann dans d'autres styles. Je ne parlerai pas de Hans Zimmer parce que là je risquerais de devenir très méchant. Voilà. C'était on avait dit qu'on parlait de compositeur. Ouais, de compositeur, bah oui, voilà, exactement. On est méchant.
Voilà, alors Jerry Goldsmith, 1929-2004. Il a étudié le compositeur de formation très classique, il a étudié le piano dès l'âge de 6 ans, la composition et le contrepoint à partir de l'âge de 14 ans. Il a eu comme professeur Jacob Gimpel pour le piano et pour la composition et le contrepoint Mario Castelnuovo Tedesco. Et là je dis merci Wikipédia. Voilà, c'est top. Par contre, une anecdote connue et importante dans sa vie, c'est lorsque le petit Jerry Goldsmith voit en 1945 le Spellbound de Alfred Hitchcock, La maison du Dr Edwards. Il est adolescent et la musique est de Miklos Rozsa. Et c'est en voyant ce film, il a été frappé par la musique et c'est ça qui l'a entre autres grandement motivé à devenir compositeur pour l'image. Miklos Rozsa d'ailleurs deviendra plus tard l'un de ses professeurs, l'un de ses mentors. Il apprendra beaucoup de ce grand compositeur. Miklos Rozsa, pour faire très rapide, c'est Ben-Hur, c'est le Cid. Voilà, on développera Sodome et Gomorrhe aussi. La vie privée de Sherlock Holmes, enfin, tout un tas de grands classiques du cinéma et on reparlera de Rozsa dans une autre émission. Voilà, donc Jerry Goldsmith intègre la CBS dans les années 50. Il fera plusieurs shows qui étaient en direct tournés en direct à la télévision. Il travaillera également sur plusieurs séries télévisées. Ainsi, il signera plusieurs épisodes de la série The Twilight Zone, la 4e dimension. Particulièrement l'épisode The Invaders dont Joey Dante se souviendra plus tard. On en reparlera un petit peu plus tard quand on évoquera le Jerry Goldsmith des années 80. Jerry Goldsmith, il signe également le générique ainsi que la musique de plusieurs épisodes de The Man from U.N.C.L.E. C'est des agents très spéciaux, la série classique avec Robert Vaughn et David McCallum. Voilà. Jerry Goldsmith signe sa première musique de film en 1957, c'est Black Patch, un obscur western qui n'est jamais sorti en vidéo pour le moment. Voilà. Ensuite, Jerry Goldsmith fait son chemin, il gagne progressivement la confiance des grands studios hollywoodiens, particulièrement c'est Alfred Newman, alors directeur musical de la 20th Century Fox, qui le remarque et qui va lui permettre de se lancer. Newman a en effet entendu la musique de Jerry Goldsmith pour plusieurs productions Universal, dont Freud, Passion secrète de John Huston, tout à fait, ainsi que un western avec Kirk Douglas, Seuls sont les indomptés, voilà, qui est préfigurateur de Rambo. Parce que du premier Rambo, la trame, c'est une trame similaire. Le traitement n'est pas le même, on a deux films différents, mais la trame, David Miller, exactement. Et ça, donc c'est Alfred Newman qui remarque Jerry Goldsmith, le caractère déjà innovant. Goldsmith est entre un moule assez classique de musique, mais déjà il y a des petites choses. Dans l'orchestration, on voit qu'il s'amuse à jouer avec l'orchestre, à déglinguer un peu les timbres. Et c'est rien par rapport à ce qu'il va faire après. Là, c'est juste un joli petit apéritif d'un jeune compositeur, voilà, qui a envie d'affirmer non pas une signature, mais un véritable style. Et là, à la Fox, Jerry Goldsmith va vraiment se servir du cinéma comme un laboratoire à idées. Jerry Goldsmith est un musicien pour l'image, c'est-à-dire qu'il a toujours eu à cœur de servir au mieux le récit cinématographique, l'action. Il n'a pas toujours travaillé sur des bons films, il a même pas mal de nanars, mais il a toujours eu à cœur d'innover, d'apporter quelque chose. Soit en commentant l'action au premier degré, comme le font, comme le cinéma américain est premier degré, donc le producteur dit là on comprend pas bien, donc il faut accentuer l'émotion, l'action. Ou alors Jerry Goldsmith a aussi pu être beaucoup plus subtil, je dirais même limite intellectuel et cérébral. Donc Jerry Goldsmith, dans la deuxième moitié des années 60, il va travailler notamment avec Robert Wise pour la canonnière du Yangtze. Il va également signer parmi ses grandes musiques de western Rio Conchos de Gordon Douglas. Et là, Goldsmith, il ne va pas par quatre chemins, il impose son style. Il a dit attention, c'est moi, va falloir compter avec moi les petits amis. Jerry Goldsmith va notamment dans Rio Conchos, il va incorporer à l'orchestre, qui est une petite formation assez réduite, une orchestration assez sèche, comme on pouvait la trouver dans les films de l'époque. Il va incorporer tout un tas d'instruments ethniques, il va commencer à jouer avec les premières sonorités électroniques, il va vraiment déglinguer les timbres, il va jouer avec ça, il va tordre les timbres orchestraux, électroniques, acoustiques dans tous les sens. Et on aura vraiment, notamment dans les passages de tension et d'action, une musique qui peut se faire très viscérale, extrêmement violente.
et renforcer la violence des images. Dans le Concho, c'est assez flagrant. Également dans Les Sans-Fusils de Tom Cruise, on a des musiques qui essaient de se faire très violentes, très sèches. Alors que voilà, et ça renforce l'impact de l'image. Donc, progressivement, même plus que progressivement, Goldsmith va affirmer son style. Dans les années 70, les grandes musiques symphoniques tombent quelque peu en désuétude, notamment avec l'apport pas très sympathique du disco, Merci la fièvre du samedi soir, qui ont contribué vraiment à déglinguer les musiques symphoniques. Mais Goldsmith va quand même, notamment, il va continuer ses expérimentations en travaillant pour plusieurs téléfilms. Et également, on signalera une bande originale très intéressante qui est la réincarnation de Peter Proud, The Reincarnation of Peter Proud. L'album est en 1975, l'album est récemment sorti chez Intrada. Et là, Goldsmith, qu'on suppose aidé par quelques substances pas forcément très licites, va expérimenter de manière assez extrême dans les synthétiseurs, dans les dissonances. Il va flirter avec la musique contemporaine, dodécaphonique. J'espère que je prononce bien. Voilà, et forte démonstration en 1968 avec La planète des singes, qui est vraiment l'une des seules, le seul, l'unique, j'ai envie de dire, de Franklin G. Schaffner, où là, il flirte vraiment avec, il joue, c'est l'une des seules musiques sérielles, c'est expérimental, le langage contemporain, c'est une musique totalement athématique, il n'y a aucune mélodie, et ça sert vraiment l'image avec un fort à propos, tribal. Il joue beaucoup sur les sonorités de cuivre, sur les percussions. C'est une musique extrêmement complexe, mais alors qui fonctionne avec l'image, l'effet est vraiment excellent. Il n'y a peut-être pas de mélodie, mais il y a des thèmes, par les sonorités. Ouais. Par les sonorités, il y a par rapport aux singes, par rapport aux humains, il y a des thèmes. Mais c'est les sonorités, effectivement, c'est pas de la mélodie. C'est pas de la mélodie, ce sont des couleurs, ce sont, voilà. Et notamment une réussite de cette bande originale de La planète des singes, c'est la fameuse séquence de la chasse. Au début, le personnage joué par Charlton Heston voit que les humains ne parlent pas, il ne sait pas trop ce qui se passe, et puis tout d'un coup, il y a les singes qui débarquent sur leurs chevaux de manière pas très sympathique et qui se mettent à chasser les humains. Et alors là, la musique de Goldsmith est vraiment extraordinaire, et tellement extraordinaire que le compositeur saura s'en souvenir lors des futurs concerts qu'il pourra donner par la suite, lors de ses rétrospectives carrières. Et là, on va arriver en 1975, qui va démarrer l'une des grandes périodes de Jerry Goldsmith en termes de créativité et de vraiment, j'ai envie de renommée pour les cinéphiles. Pas auprès du grand public, parce que contrairement à des gens comme John Williams ou Ennio Morricone, Jerry Goldsmith n'aura jamais eu cette renommée. Peut-être parce que ses thèmes sont moins accessibles, moins identifiables, alors qu'ils sont parfois très présents, très beaux, très composés, très mélodiques. Mais Jerry Goldsmith n'aura pas eu la même chance que John Williams ou Ennio Morricone en termes d'impact auprès du grand public. Mais en tout cas pour les cinéphiles, pour ceux qui, comme moi, ont découvert le cinéma dans les années 80, Jerry Goldsmith est vraiment un artiste majeur. Ça, on ne le répétera jamais assez. 1975-1985, et donc Jerry Goldsmith signera notamment Le Lion et le Vent de John Milius, Star Trek le film qui marquera ses retrouvailles avec Robert Wise. La même année, 1979, c'est le premier Alien. 1982, Poltergeist, 1983, Under Fire, 1982 et 1985, les deux premiers Rambo. 1985, le Legend de Ridley Scott. Je pourrais citer plein de films. Jerry Goldsmith, là, bien à partir de 1977, et le renouveau de la musique symphonique relancé par John Williams avec Star Wars, l'épisode 4, bien, va remettre le grand orchestre au goût du jour, va se lancer dans écrire des musiques pour de grandes formations, mais toujours en ayant cet amour de l'expérimentation, de jeu avec les timbres. Il va jamais rien faire comme tout le monde. Dans cette décennie 1975-85, c'est la rencontre avec Joey Dante,
sur l'un des sketchs de Twilight Zone, le film. C'est Jerry Goldsmith qui signe toute la musique de ce film, qui reprend des 4 épisodes de la série télévisée. Le film est signé Joe Dante, George Miller, Steven Spielberg et John Landis. Voilà. Et c'est là où on va rencontrer Joe Dante, et ensuite, après Twilight Zone, ce sera Gremlins, ce sera les 2 Gremlins, voilà, toute une collaboration fortement intéressante et marquante. Donc Jerry Goldsmith aura toujours à cœur, et c'est vraiment cette période 75-85, c'est un terrain de créativité, d'expérimentation. Le mieux, c'est de voir les films et de prêter une oreille à la musique, et pour les béophiles, de jeter, enfin même plus que de jeter, d'écouter attentivement les albums, puisque la musique de Jerry Goldsmith sait vivre parfaitement en dehors des images. Alors, il n'évitera pas certains travers dans les années 80, le Yamaha DX7 et ses fameuses batteries électroniques, ces boîtes à rythme, c'est pas toujours du meilleur effet. Certaines sonorités ont pris un petit coup de vieux, mais bon, dans l'ensemble, on maintient un très 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 haut niveau, enfin vraiment un niveau d'excellence musicale rarement atteint. Et pour Legend, il n'y avait pas aussi Tangerine Dream? Alors, pour Legend, c'est compliqué. La collaboration, donc Ridley Scott et Jerry Goldsmith ont travaillé 2 fois ensemble, Alien en 1979 et Legend en 1985. Legend sur Alien, et je vais venir à Legend, mais pour dire que la collaboration s'est jamais très très bien passée entre les 2 artistes, et certainement 2 égos très très affirmés. C'est dans un autre genre, Herman Hitchcock, on pourra en reparler au moment venu. Mais bon, c'est vrai que donc Ridley Scott a fait confiance à Jerry Goldsmith pour mettre Alien en musique. Il lui a demandé plusieurs idées, notamment un grand thème spatial que Jerry Goldsmith a écrit avec force conviction pour le générique début et le générique de fin, et résultat des courses, Ridley Scott a jeté ce thème, a demandé à Jerry Goldsmith de faire un générique alternatif beaucoup plus atonal, qui pose d'ores et déjà l'ambiance et l'impression de danger qui va se déployer tout au long du film. Jerry Goldsmith s'est exécuté, et lorsqu'il a vu le film, il a vu que Ridley Scott avait déplacé des morceaux, avait utilisé des morceaux de Freud, enfin il a fait un micmac, il a utilisé un extrait de la symphonie romantique de Howard Hanson pour le générique de fin. Donc inutile de dire que Jerry Goldsmith, il était vraiment pas content, il a dit plus jamais je retravaillerai avec Ridley Scott. Mais arrive Legend, et Ridley Scott fait les yeux doux, non mais Jerry, Alien, bon voilà, c'est passé, ça fait 6 ans, 7 ans, voilà, bon, on va oublier ce qui s'est passé, là j'ai un projet, j'ai vraiment besoin de ta musique. Jerry Goldsmith va écrire l'une de ses partitions les plus complexes. Il va faire appel aux grands musiciens du début du XXe siècle, aux romantiques du XIXe siècle. Il va enrober tout ça avec des chœurs mixtes, avec des voix féminines plus exactement, avec des sonorités synthétiques pour créer à la fois l'impression de féerie qui se déploie dans tout le film, avec notamment les superbes licornes, et également l'impression de danger incarnée par Darkness. Si vous voulez voir Darkness, vous regardez le film, on ne va pas spolier. Donc Jerry Goldsmith signe une grande partition complexe, et manque de bol, le film évidemment est montré un public test de jeunes adolescents boutonneux qui ne comprennent pas le film, et évidemment, qu'est-ce qui morfle dans ces cas-là? Souvent, c'est le compositeur. On joue de la musique inadaptée, vieillotte, tout ce qu'on veut, et donc, pour faire plus jeunes, on fait appel à Tangerine Dream, Universal fait appel à Tangerine Dream pour moderniser tout ça, faire quelque chose de plus rock, et notamment avec 2 chansons interprétées par Brian Ferry. Mais Ian Anderson, chanteur de Yes. Voilà, exactement. Je voulais juste la placer, je l'ai fait passer. Mais il s'est compromis là, il s'est vraiment compromis, parce que non seulement la musique de Jerry Goldsmith est complètement retirée, le film amputé de 20 minutes, ce qui fait qu'on ne comprend plus rien. Heureusement, avec les sorties DVD et Blu-ray dans les années 2000 et 2010, on a eu le montage original de Ridley Scott, d'1h55, et la réintégration de la musique de Jerry Goldsmith qui fonctionne beaucoup mieux, et qui donne au film son côté intemporel, et qui finalement c'est un film qui n'a pas vieilli, Legend, près de 30 ans, plus de 30 ans après sa création. Alors c'est vrai qu'après, Jerry Goldsmith va ensuite travailler en 1985 jusqu'à 2003. Il y aura encore 2 opus marquants, 2 grandes réussites avec Paul Verhoeven. Et là, on va revenir au gros bras avec Schwarzenegger, notamment. Jerry Goldsmith signera une excellente partition pour Total Recall, une partition d'action mais pas bourrine. C'est comme Rambo,
c'est de l'action à tout bras, tout cuivre dehors, parfois des passages extrêmement violents, musicalement parlant, très complexes, mais il y a toujours une finesse dans l'écriture, une virtuosité qui fait qu'on n'est pas, on ne va pas dire que c'est de l'action, mais c'est pas bourrin. Il y a une intelligence, une subtilité, voilà, une recherche. Il y a du souffle. Il y a du souffle, exactement. Un souffle épique, même dans les deux films, aussi bien dans les Rambo que dans Total Recall, il y a un souffle épique, souffle, on va dire, aventuresque dans les Rambo, et souffle de science-fiction, puisque Total Recall est un grand film de science-fiction, action et science-fiction. Voilà, et Jerry Goldsmith est un artisan majeur de cette réussite, avec évidemment, ça n'enlève absolument rien au mérite du casting, à la réalisation de Paul Verhoeven, ou aux effets spéciaux, à l'intelligence des scripts, en tout cas pour Total Recall et pour le premier Rambo. Mais Jerry Goldsmith est un artisan majeur de la réussite dans les films d'action, et notamment et particulièrement dans Total Recall. Ensuite, deuxième réussite en 1992, et l'un de ses derniers grands coups d'éclat, c'est Basic Instinct, où il retrouve Paul Verhoeven. Il va amener le côté érotique de l'histoire et de tension avec un jeu sur les instruments à cordes, sur les instruments à vent. C'est une musique pareille, très subtile, qui se fond avec l'image et qui sert vraiment le récit en parallèle aux recherches musicales et à la virtuosité de l'écriture. Le thème de Basic Instinct paraît assez simple quand on l'entend, mais à jouer et à restituer en concert, il y a beaucoup d'orchestres qui sont cassés les dents. Basique, alors. Non, pas du tout, absolument pas. Bien Renaud placé. qui t'a soufflé, Et donc, sur la fin de sa carrière, Jerry Goldsmith surprendra beaucoup moins les auditeurs, peut-être une certaine lassitude, des projets qui portent moins à la créativité, des producteurs plus frileux, mais il signera quand même quelques partitions fort solides, notamment La Momie de Stephen Sommers. Tant le film n'est pas terrible, mais que la musique est quand même plutôt sympa, il s'est vraiment éclaté. Maintenant, Jerry Goldsmith était très lucide, puisque lors d'un concert à Londres, en 1999, il a joué un concert à Londres avec le London Symphony Orchestra pour fêter son 70e anniversaire. Il a dit: oui, j'ai dû faire La Momie, c'était un film stupide, je me suis dit qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire. Forcément, après, il a pu retravailler avec Stephen Sommers. Voilà. Non, parce que La Momie, pour moi, c'est un véritable plaisir cinématographique. Quand je dis cinématographique, c'est un peu comme Indiana Jones et tout ça. Et franchement, le premier est pour moi un divertissement familial quasiment parfait. Donc j'ai toujours eu et la musique, elle est aussi. Alors la musique est excellente aussi. Il y a un souffle effectivement qu'on retrouve dans La Momie. On retrouve un peu du Lion et le Vent. Et il faut savoir, et justement, La Momie me permet de dire que Jerry Goldsmith a été aussi un des grands spécialistes de la musique ethnique. Vous écoutez La Canière du Yangtze, vous écoutez la Momie, vous écoutez Le Lion et le Vent. Voilà, The Ghost and the Darkness. Il y a vraiment une très grande. C'était vraiment un maître à la fois de la musique ethnique et un maître dans la fusion acoustique électronique. Ça, c'est aussi très important à souligner. Et sur La Momie, donc. Il y a aussi Under Fire, qui est l'une de ses meilleures BO, utilisée dans Django Unchained de Tarantino. On se demande pourquoi d'ailleurs, je ne comprends pas bien cette utilisation de la musique d'Under Fire dans ce film. Mais j'ajouterais aussi Hollow Man dans sa dernière grande composition. Ouais, j'aime beaucoup moi. Alors et également moi ce que je dirais c'est aussi pour John McTiernan, il signera également le 13e guerrier, là où il remplacera le compositeur néo-zélandais Graham Revell, puisqu'on sait que le 13e guerrier, il y a eu beaucoup de problèmes, des tensions entre Michael Crichton et John McTiernan. Verra-t-on un jour la version Director's Cut, la version qui ferait 2h30, ou dire de ceux des premiers spectateurs qui auront vu le film, on ne sait pas. Toujours est-il que le film avait une musique de Graham Revell, et c'est Jerry Goldsmith qui a remplacé quasiment au pied levé et qui a signé une partition vraiment de haute tenue avec beaucoup d'implications. Enfin voilà, c'est vraiment de ses dernières réussites. Et dernière musique de film, ce sera les Looney Tunes passe à l'attaque pour Joe Dante en 2003. Autant le film n'est pas très réussi, mais ce sera
Ouais, une façon d'ironie de conclure une carrière avec That's All Folks, parce que malheureusement, voilà, Jerry Goldsmith décédera en 2004 des suites d'une longue maladie, mais enfin, il laisse vraiment derrière lui un héritage musical tout à fait exceptionnel et marquant dans l'histoire du cinéma. Daniel Bouteiller, Oui. c'est vous, je crois. Oui. Il me semble. Oui, monsieur Pétio. C'est à vous. C'est pas Hélène. Pardon? Ah non, je crois que c'était Hélène, excuse-moi. Oui, effectivement, Oui. on doit vous donner une petite explication. Hélène a dû partir parce elle avait un train à prendre, donc c'est Daniel qui est là. Oui, très bien. Donc, je vais vous parler de plusieurs sorties. On fait tout le temps un micro. Vous parlez de vieux schlock. On va parler d'un vieux schlock. Donc, je vais vous parler de plusieurs sorties vidéo. Tout d'abord, Schlock. On a déjà parlé de Schlock On dans en avait l'émission. déjà parlé, mais c'était une édition allemande. Mais c'est le même film. Que tout le monde ne pouvait pas se procurer. Donc Mais le film reste le même quand Cette même. fois-ci, le film reste le même. C'est d'ailleurs Un film au la poil. même copie, la même qualité de copie. Et donc, je ne vais pas m'étendre très longtemps là-dessus. Simplement, c'est le premier film de John Landis. C'est une comédie absolument hilarante. Voilà. Donc on va passer. Avec un singe, Un vieux schlock. géant. C'est un vieux schlock. Voilà, il a déjà fait le vieux schlock. Ouais, mais... Oui. Voilà. Alors Cujo. On dit Ma- Cujo ou Cujo? Maintenant, Cujo. maintenant donc la sortie de Cujo, qui est Cujo. une adaptation de Stephen King. C'est un film de Lewis Teague avec un chien, un Saint-Bernard qui a priori est un animal. Lâche-moi le Saint-Bernard. Merci. Donc, Merci Laurent. Donc le Saint-Bernard est un chien que tout le monde connaît et généralement considéré comme Très sympathique. un des chiens les plus doux et les Très plus gentil, sympathiques, oui. malgré sa taille assez considérable. Et ce chien est piqué, mordu par une chauve-souris, attrape la rage et devient extrêmement agressif. Voilà, donc c'est un film très, très rythmé. Tu l'as vu toi Laurent récemment? Je l'ai vu moi. Ouais. Et vas-y Laurent. Il est très bien. Alors en fait, Dis-nous ce que tu en penses. Oui, c'est un film qui est assez rythmé. Il y a l'histoire du Saint-Bernard, mais en fait, le Saint-Bernard, c'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui est aussi très intéressant, c'est la cellule familiale et les rapports entre les différents protagonistes. Parce que si à un moment, la femme, parce que c'est la femme et l'enfant, se retrouvent face à ce Saint-Bernard, il y a aussi une explication par rapport aux relations qu'il y a dans la famille, que je ne vais pas dévoiler parce que sinon ça va être un petit peu tout spoilé. Donc c'est à la fois, et ça peut dérouter parce que c'est pas qu'un film d'horreur, il y a aussi toute une première partie qui est vraiment, on va dire, assez psychologique, entre guillemets. Et le Saint-Bernard est en finale, voilà, ce qu'on retient du film, mais pour moi c'est quelque chose, alors, tu l'as vu aussi et tu as adoré, voilà, il y a autre chose que le film d'horreur pour moi. Alors après, je Et il y raconterai a surtout pas, une super belle musique. je raconterai pas du tout la fin, mais je regrette quand même qu'il n'ait pas gardé la fin du roman. Oui. Il y a une différence majeure, on peut dire, qui n'a pas été retenue. Plus Et édulcoré. voilà, je peux pas du tout dire, mais c'est dommage. Mais je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, la première attaque du chien intervient à la moitié du film. Et donc, mais tout le reste, c'est une progression psychologique. C'est vraiment un excellent film. Alors, c'est effectivement un excellent film, mais il faut savoir que Stephen King regrettait la fin de son roman. Il a reçu énormément de messages d'insultes, Rien etc. dire, par rapport à cette fin qu'il avait écrite. Et c'est quand même un roman qu'il a écrit sous coque. Il avait des problèmes d'alcoolisme et de drogue à l'époque, etc. Et avec l'accord de Stephen King, Lewis Teague et les scénaristes ont voulu changer la fin. Il a dit « Ok, je suis d'accord, je veux changer la fin ». Et Stephen King est très content de cette fin-là. Il préfère la fin du film à la fin de son roman. Et voilà, il faut savoir ça. Et Stephen King avait déjà écrit un premier scénario pour ce film, qui a été ensuite retravaillé par deux autres scénaristes qui ont coupé pour faire quelque chose de beaucoup plus dynamique.
Mais Stephen King est très content de cette adaptation. Et il avait choisi aussi Lewis Teague après avoir vu l'incroyable Alligator. Il voulait que Lewis Teague réalise cette adaptation de son roman. Mais je crois que le film avait été commencé par un réalisateur. Oui, il y a eu tout qui a abandonné. Ils ont repris la maison de production. Il y a eu tout un pataquès avec la maison de production qui voulait autre chose. Mais Daniel Ashblatt et Stephen King voulaient Lewis Teague. Et finalement, Lewis Teague a donc hérité du projet et a réalisé Cujo. Et d'ailleurs, après, Lewis Teague fera un autre film adapté des nouvelles de Stephen King qui s'appellera Cat Size. Ouais. Et simplement terminer en disant que Dee Wallace, donc l'héroïne du film, est absolument formidable. Tu l'as rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée pendant ta période de Starfix dans une vie antérieure, oui. Pour la sortie de Cujo, justement, je crois. C'était à propos de la sortie de Cujo. Elle était un de tes premiers amours, hein. Et tu vas sortir un bouquin, 10 mois. Voilà, donc elle était très sympathique, mais toujours est-il que dans le film, elle est absolument extraordinaire. Une femme de tête. Très bien. Voilà, c'est tout, ouais, en anglais, c'est moyen. Ça. Ouais. Et alors le suivant. Voilà. Donc, faut connaître l'expression. J'ai pas compris là. On connaît ceux qui vont sur Pornhub. Non, ceux qui sont bilingues. Juste, Donc ensuite, une autre adaptation de Stephen King, Christine, de John Carpenter, qui fait partie de la très bonne période de Carpenter, parce que selon moi, après ça se gâte. À partir de Jack Burton, c'est plus tout à fait ce que c'était. Attention à ce que tu vas dire. Je sais, je risque de me faire des ennemis, donc je vais pas trop m'étendre sur le mauvais côté de Carpenter. Excellent. La qualité. Mais laisse-le parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Rien. Excellente adaptation donc du roman de King, avec un comédien hélas trop rare, dont on m'échappe, Keith Richard? Non, pas Keith Richard. Keith David. Keith Gordon. Keith Gordon, oui. Ouais. Keith Gordon qu'on avait déjà vu dans Pulsion, oui, de Palma, et qui a vraiment un talent extraordinaire, puisqu'il passe d'un personnage de jeune ado refoulé, boutonneux, à lunettes, complètement intériorisé, qui n'a quasiment pas d'amis, à un tombeur. Oui, un tombeur. Enfin, je veux dire, il devient avec la nouvelle du lycée, la plus belle. Oui, voilà. Donc donc il y a cette évolution qui est due à la voiture qu'il a achetée, dont il est tombé amoureux, et cette voiture est possédée. Et la copie est superbe. Le film encore tient la route encore. Le film tient la route. C'est bon. Par contre, faut repasser à la caisse. Merci. Et avec ce Blu-ray, je te laisse le présenter. Il y a un livre absolument magnifique, qui est une traduction d'un bouquin américain, extrêmement illustré. Extrêmement illustré. Non, si, il y a beaucoup de photos, il y a des textes très intéressants. Et alors que dire, donc dans les bonus du film, il y a un certain nombre de scènes coupées. Il y a je crois une quarantaine de minutes, si je ne m'abuse, de scènes coupées. On peut comprendre pourquoi elles ont été coupées, si elles ne présentent pas un grand intérêt, à part deux ou trois qui éclairent un petit peu certains aspects du film. Voilà, donc je fais assez court là-dessus. Razorback. Alors, Razorback, qui vient de sortir en vidéo, je crois que c'est la première édition en Blu-ray,
Oui, Euh, ouais, oui. Et le deuxième film de Russell Mulcahy, qui est un spécialiste du clip, qui a notamment qui a fait énormément de clips pour Elton John, pour Duran Duran, il a même fait un clip pour les Stones, les Rolling Stones, il me semble. Je sais pas, Duran Duran, oui, c'est sûr. Ouais. Et donc c'est un film qui s'inspire qui est dans la mouvance des Dents de la Mer, puisque ça raconte l'histoire d'un affrontement entre un homme qui est complètement obsédé par un razorback, une sorte de sanglier géant en Australie. Et je vous en prie. Et donc le film est très clip dans son inspiration, mais extrêmement rythmé et assez surprenant. C'est assez brut de décoffrage quand même. Hein. C'est pas extrêmement subtil, mais vraiment très efficace. Et Mulcahy donc a fait par la suite son premier film en 79, je me souviens même plus du titre, était passé complètement inaperçu. Celui-ci par contre a beaucoup marqué, moins connu que son deuxième film qui est Highlander. Et donc Razorback et Highlander sont les deux points culminants de sa carrière. Bon, après il a fait des choses un petit peu plus anodines, respectables, mais plus comme Ricochet, comme des trucs moins Respectable, faut pas exagérer quand même. Hein. Pardon. Respectable, faut pas exagérer quand même. Hein. C'est visible, si t'es maso. Oh, voilà. Non, son Resident Evil est très bien. Ouais. Mais le reste, même Highlander, c'est visible. Highlander, en tout cas, c'était tout à fait dans la mouvance de l'époque. Ah ouais, mais maintenant, c'est visible. Hein. Je n'ai pas revu. Ah bah moi, Par contre, Razorback, lui, se laisse... Ça Super Razorback. Donc Razorback, lui, se laisse tout à fait revoir. C'est vrai que les deux, Razorback comme Highlander, restent comme deux films vraiment marqués par leur époque, par les années 80, l'éclatement du vidéoclip. Et ça porte, 30 ans après, ça porte ses stigmates. Et le vieillissement, autant Razorback, effectivement, a pas trop mal vieilli, même si on voit que c'est un film des années 80. Highlander, on va dire que par certains côtés, moi j'aime bien, mais c'est plus sujet à caution. Et qui avait fait la musique d'Highlander? Queen et Michael Kamen. Michael Kamen aussi quand même. Et sur Razorback, Iva Davis. Voilà. C'est du synthétiseur, on va dire efficace. On va pas trop s'attarder dessus. Très bien, c'était très intéressant. Voilà. Merci. Tu veux que je te parle d'autre chose? T'en as pas d'autres, non? Ouais. T'en as fait 4 là. Oui. D'accord, bon. Je vais te parler du Continent oublié aussi, qui vient de sortir chez Rimini. Rapidement, si tu veux. Un continent qui vient de s'oublier. Je l'ai pas vu, le Continent oublié, mais par contre, je me souviens de... Non, j'ai pas eu le temps. Je me souviens quand même de la présence d'une ex-Hammer Girl, Dana Gillespie. Ça t'as retenu ça, toi? Qui a une poitrine fort opulente. D'accord. Voilà. D'accord. Bien. Très bien. Voilà, merci à vous, merci aux techniciens. Merci à Bruno pour la boutique Metalunda Store. Merci madame, merci messieurs. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Voilà, merci.